Philippe, bonjour. Tu es intensiviste pédiatre au CHU de Sainte-Justine et professeur de médecine à l'Université de Montréal. Tu as mis en place une unité de soins connectée au sein de l'unité de soins intensifs pédiatriques. Comment l'idée de cette unité est née? Bonjour, c'est né il y a 26 ans, c'est dans le début des années 2000, j'ai travaillé sur l'adaptation d'un système d'aide à la décision de la prescription de la ventilation mécanique, qui s'appelait, SmartCare, développé par Draeger Medical. Donc l'idée, c'était de l'adapter à l'enfant et ça prenait des données du respirateur, puis ça faisait une recommandation de modification du paramètre d'aide du respirateur dans la gestion de la ventilation de l'enfant. Et ça m'a ouvert l'esprit sur, l'utilisation qu'on pouvait faire des données numériques pour, aider à la prise en charge, des enfants, essentiellement dans les unités de soins intensifs pédiatriques parce que c'est là où je travaille, mais éventuellement de façon plus large, dans l'ensemble du système de santé. Alors là, je me suis dit: «Bon, bah, il faut absolument élargir ces indications de tel système qui là était centré sur la ventilation mécanique, l'élargir à l'ensemble des décisions qu'on faisait dans le cadre de la clinique». Et je me suis aperçu que là, il fallait qu'on ait des données sous un format numérique qu'on puisse utiliser, brancher un algorithme dessus pour ensuite aboutir à une recommandation qui était présentée aux cliniciens pour qu'ils puissent utiliser. Et la première obstacle, c'est que il y avait pas de données disponibles sous format numérique à cette période-là. Et donc, la première dizaine d'années, ça a été d'installer un système dans les soins intensifs. Donc là, c'était les soins intensifs pédiatriques du CHU Sainte-Justine à Montréal, pour, pouvoir ensuite développer les algorithmes qui vont aboutir à une aide à la décision. La première étape, c'était l'implantation d'un dossier informatisé. Donc il a fallu trouver les fonds, motiver les personnes pour l'implanter dans l'unité, l'implanter réellement et en même temps, de s'assurer parce que ce dossier informatisé recueillait les données des instruments médicaux, que ça soit les respirateurs, les moniteurs, les pompes épousses-seringues ou d'autres instruments et les mettait dans le dossier informatisé toutes les heures. Mais ces données toutes les heures, elles ne reflètent pas la façon dont le patient se comporte à la seconde et puis quand on est en soins intensifs, les choses peuvent bouger très vite. Donc il fallait être capable de collecter les données qui soient en temps réel et nombreuses. Et donc ça nécessitait une autre base de données qui est pas le dossier informatisé, mais qui est une base de données qu'on a développée de type recherche, pour lequel les parents consentent. En vérité, ils tant qu'ils ne disent rien, on collecte les données. S'ils le demandent, on retire les données et ça, c'est une base de données qui est développée avec le comité d'éthique et elle engrange toutes les données qui sont autour du patient. Donc ça va jusqu'aux aspects des courbes qui sont à des fréquences de 500 hertz. Donc ça fait quand même une grosse base de données et celle-là, elle a été constituée à partir de 2013-2015 et donc maintenant on a plus de 11 ans, on a plus de 12 000 patients et avec, l'ensemble de ces données autour des patients. Alors, tu as justement mentionné que tu as eu besoin de rechercher des fonds et motiver du personnel. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles pour lancer et mettre en place cette unité? Bah, c'est sûr que les fonds, c'était le problème principal parce que pour initier un tel projet, il fallait à l'époque, on est en 2010-2015, il fallait avoir environ 1 million de dollars. Le projet au total avec l'implantation du dossier informatisé a coûté 1,5 million. Les autres obstacles, bah, ça a été des obstacles, donc organisationnels parce que là, on change les processus de soins. À l'intérieur du service des soins intensifs, tout le monde était d'accord qu'il fallait dans ce sens-là, puis je l'avais bien expliqué. Mais à l'extérieur des soins intensifs, ça veut dire que les consultants, eux, ils arrivent, puis ils remplissaient dans un dossier informatisé. Or taper, sur un clavier, ça prend plus de temps que d'écrire à la main. Hem Et donc il y a eu une certaine résistance à l'installation de ce dossier informatisé. Après, le côté réglementaire, c'est-à-dire d'avoir l'accord du comité d'éthique pour constituer la base de données à haute résolution, de ça a pas posé trop de soucis. Et puis après, il fallait assurer la maintenance et donc la maintenance, c'est de trouver le personnel qui permette de maintenir cette base en état et puis de réunir des chercheurs et des étudiants pour travailler dessus et développer des algorithmes. Ça s'est plutôt bien fait parce que le monde de la recherche est quand même un monde très réactif qui voit quand on donne la perspective de quelque chose qui a un intérêt clinique, ils voient le bénéfice que ça peut faire et donc ils embarquent aussitôt.
Donc ça a nécessité de faire d'autres demandes de fonds. Mais ce sont les principaux obstacles, donc ça a été des obstacles organisationnels, financiers et puis humains sur le fait d'accepter de changer les pratiques. Avec, un entrepôt de données de cette taille-là, devient, une sorte de mine d'or. Est-ce que, ça a permis de nouer des partenariats, soit avec des industriels, soit avec d'autres établissements de santé, justement pour, mieux prendre en charge les patients? Bah, il y a des antécédents de développement de bases de données qui deviennent publiques, hein. C'est comme, la base de données Mimic, donc, de l'autre côté au sud du Canada. Pour notre part, on n'a pas encore réussi à la rendre publique. Par contre, j'ai reçu des financements pour avoir des serveurs à Calcul Québec, qui est à l'extérieur du firewall du CHU Sainte-Justine, de telle sorte qu'on peut entreposer les données là et les faire accéder aux différents chercheurs, partout dans le monde. Et donc, ça a résulté en des collaborations. Donc les collaborations académiques, c'est à l'intérieur du Canada, notamment avec le SickKids de Toronto. Et puis à l'extérieur, avec certains centres US et avec des centres européens, on est en train de développer un réseau où là, on va, travailler sur des algorithmes et les développer en apprentissage fédéré. C'est-à-dire que les données restent dans les différents centres, mais les algorithmes se baladent d'un centre à un autre pour être, raffinés et être et généralisables à l'ensemble des centres qui participent. Pour ce qui est des collaborations industrielles, ça va dans les 2 sens. Il y a des industries qui sont intéressées à avoir accès aux données pour valider les outils qu'ils ont développés et puis à l'inverse, nous développons des outils que nous proposons à l'industrie. Donc on a constitué une sorte de consortium où, les industries viennent et puis proposent leurs produits, puis on cherche à adapter, soit à raffiner leurs produits, soit à ce qu'ils prennent ce qu'on a développé, ils les raffinent selon leur méthode à eux. Est-ce que aussi à l'intérieur de Sainte-Justine, vous avez mis en place un tableau de bord avec des indicateurs pour, mieux piloter le service? Quels sont ces indicateurs? Alors, il y a un tableau qui permet de voir l'organisation du service. Donc c'est comment on attribue les infirmières, comment sont dispatchés les enfants dans l'unité, quelle est leur lourdeur de prise en charge. Donc ça, c'est un tableau qui est affiché à l'entrée du service et qui est remis à jour dès qu'il y a un entrant ou un sortant, et donc qui tourne en continu. Heu, à côté de ça, on a fait un tableau de bord en effet qui a plusieurs niveaux. Le 1 niveau, c'est quelles sont les admissions qu'on a dans le service, d'où proviennent-ils et où ils vont ensuite. On a documenté par exemple qu'on a 10 de nos enfants qui retournent à domicile. On a un 2e niveau qui est sur, le personnel. Est-ce qu'on a du temps supplémentaire? Est-ce qu'on a du temps supplémentaire obligatoire? À quelle période? Et ça, c'est un travail qu'on fait pour essayer de le limiter parce que si on force le personnel, c'est surtout le personnel infirmier, à rester, ben, on sait que dans les semaines et les mois qui viennent, ils vont quitter le service pour aller dans un autre service où on les force pas à rester en dehors de leur temps de travail. Donc ça, c'est une autre partie du tableau de bord. Puis il y a une 3e partie sur, les incidents, donc des indicateurs de qualité de prise en charge, comme, les chutes de lits, les extubations accidentelles ou les pneumopathies acquises sous ventilation ou d'autres infections sur cathéter. Et donc ça, on a le suivi de ces différents indicateurs qui nous permettent de réagir pour, améliorer nos protocoles de prise en charge en fonction de celui qui dérape, c'est-à-dire qui ne devrait pas augmenter, mais plutôt diminuer régulièrement. On a aussi, une façon de présenter l'ensemble des situations un peu difficiles, par exemple, le nombre de patients qu'on a sous ECMO, donc sous assistance, cardio-respiratoire extracorporelle, hem, ou alors sous assistance, ventriculaire, type, cœur de Berlin ou HeartMate. Donc ça nous permet de suivre aussi l'activité et l'intensité dans le service. Avec, l'ère aujourd'hui de l'intelligence artificielle, ces données, servent à créer des modèles d'IA pour, mieux prendre en charge des patients ou détecter des maladies? Oui, donc ça, c'est le travail qu'on fait sur la base de données qui a été constituée là depuis 2015. Et donc on a des chercheurs et des étudiants qui travaillent pour, développer des systèmes d'aide à la décision clinique, et ça, c'est à peu près dans
tous les domaines des soins intensifs pédiatriques puisque c'est le domaine où je travaille. Les premiers systèmes qu'on a développés sont pas tellement à base d'IA, ils sont avant tout à base de règles et ils font appel aux recommandations internationales qu'on doit suivre. Un exemple, dans les traumatisés crâniens, il faut maintenir le patient à 30°, il faut maintenir sa capnie dans un certain seuil, son hémoglobine, sa tension artérielle. Donc là, c'est des choses qui sont connues, puis sur lesquelles, il y a pas d'IA, mais on affiche au clinicien s'il suit bien les recommandations, puis s'il les suit pas, bah, il a la recommandation de le suivre. À côté de ça, on va utiliser, des modèles prédictifs, donc des modèles à base d'IA qui vont nous donner une probabilité de survenue d'un certain diagnostic ou, décider de modifier l'attitude thérapeutique et ceux qu'on a développés pour l'instant, il y en a un petit là qui donne donc c'était le modèle qui était le plus adapté, qui donne la fréquence cardiaque en fonction de la température de l'enfant. Parce que nous, les températures chez l'enfant, ça varie, entre 34 et 41. Chez l'adulte, ça peut varier dans les mêmes eaux et en fonction de ça, la fréquence cardiaque, considérée comme attendue, varie également en fonction de la température. Donc pour aider le clinicien à comprendre si un 180 par minute chez un enfant de 4 mois qui a 39 de la température, c'est une fréquence cardiaque attendue, on a une sorte de modélisation qui utilise un modèle d'IA. On le fait aussi pour la prédiction des pnéumopathies acquises sous ventilation. Donc on a développé un modèle, qui permet de le qui est à base d'IA et qui permet de prédire est-ce que c'est à 60 80, 90 de risque d'arrivée d'une pneumopathie acquise sous ventilation en fonction de l'évolution des paramètres, cliniques, du patient. On a d'autres systèmes notamment qui sont impliqués dans des algorithmes, par exemple pour retirer les artefacts sur, une lecture de saturation en oxygène, là, on va utiliser des modèles d'IA qui permettent de reconnaître l'allure des courbes, puis de ne pas prendre en compte, certains chiffres qui correspondent à des courbes qui sont pas normales, qui sont attendues comme étant des artefacts par un modèle d'IA. Ou encore, pour, l'évaluation d'une pression artérielle optimale, on a mis un système d'IA pour, aussi détecter les artefacts dans l'aspect des courbes, de pression artérielle. Donc, les outils sont souvent mélangés, un peu d'IA, un peu de système à base de règles. Tout ça, et le plus important, c'est d'avoir une explicabilité des systèmes pour les présenter aux cliniciens. Alors, on n'est pas encore à une utilisation pratique clinique là, actuellement parce que ça il y a un aspect réglementaire à mettre en place, mais on va pas tarder à faire les premières études cliniques, prospectives dans le domaine. Et avec, cette base et cette infrastructure, comment tu vois aujourd'hui l'avenir des soins critiques? On prend, je sais pas, on doit prendre, plus de 200-300 décisions par jour, autour des patients qu'on a et donc toute aide est la bienvenue, d'autant plus qu'on est un peu noyé dans beaucoup de données, autour des patients. Données qu'on ne surveille nous pas en continu, donc tous ces systèmes qui vont, analyser les données numériques autour du patient, vont nous aider à prendre des décisions de façon plus adaptée. On est au début, ça va s'intensifier comme on le voit à travers notre vie personnelle avec les différents outils qu'on utilise autour de nous là, où il y en a plus beaucoup qui ont pas d'IA. Dans notre vie professionnelle, tout ce qui est IA générative, est rentré dans notre fonctionnement avec, notamment les aides à réécrire des lettres, écrire des rapports, donc on se sert de plus en plus des outils, que ce soit Copilot, ChatGPT ou autre. Ça va être la même chose dans le domaine de la décision médicale. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de confidentialité, donc on ne peut pas brancher des LLM, comme ça dans ce réseau public, dans le cloud, pour l'instant, puis je pense que ça va rester comme ça. Donc il faut avoir plutôt des environnements sécurisés pour qu'on puisse le faire, donc c'est en train de se développer. La problématique du médecin, ça va plus être de gérer l'ensemble de ses décisions et donc d'être le super expert de systèmes d'aide à la décision et on se retrouve un peu comme dans l'aviation où on a besoin d'avoir une formation par simulation assez importante pour comprendre comment le système marche et puis réagir quand il n'est pas capable de l'analyser et il est probable que la médecine, si on parle de la spécialité des soins intensifs pédiatriques, aille dans le même sens. On va coordonner un ensemble de systèmes qui vont nous aider et à prendre des décisions
et donc on devra être des super experts pour être capable de savoir quand c'est correct, puis quand ça ne l'est pas. Ça promet des jours d'entraînement et d'apprentissage qui vont être importants avant de pouvoir être totalement autonome dans la prise en charge du patient. Merci Philippe. Merci, c'était très, très agréable. Merci.